Europe 1. Mais d'abord, le journal de 8h sur Europe 1. Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Un acte de terrorisme, c'est ce que dénonce le maire de Nice, Christian Estrosi, et le député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, après la série de sabotages perpétrés ce week-end sur des installations électriques de la Côte d'Azur. Au total, plus de 200 000 foyers privés de courant à Cannes, Nice et les communes alentours pendant plusieurs heures. Pour éviter toute nouvelle attaque, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, demande au préfet de renforcer la sécurité des sites électriques. Bonjour Jean-Baptiste Marty. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Journaliste au service police-justice d'Europe 1. On va faire le point sur les enquêtes ouvertes avec vous. La piste de l'ultra-gauche est privilégiée ce matin. Effectivement, et cela pour deux raisons principales. D'abord, le mode opératoire, une action coup de poing très probablement coordonnée. Il fallait savoir quelle infrastructure cibler pour faire le plus de dégâts. Mode opératoire propre à l'extrême gauche. On se souvient du sabotage l'été dernier sur le réseau ferré juste avant les Jeux Olympiques et qui avait là aussi fait de nombreux dégâts. À l'origine, la mouvance anarchiste. Autre indice qui met les enquêteurs sur la piste de l'extrême gauche. Plusieurs revendications sur les réseaux sociaux. Deux groupes anarchistes, des bandes autonomes, assurent être à l'origine de ces actions. Peu de doute donc pour les enquêteurs que l'extrême gauche se cache derrière ces attaques. C'est aujourd'hui la piste privilégiée. Au total, 3 enquêtes ont été ouvertes. Plusieurs parquets sont saisis de l'affaire. Celui de Draguignan, celui de Grasse et le parquet de Nice. Pour le moment, aucune interpellation n'a eu lieu, mais les policiers sont en train de visionner les caméras de vidéoprotection autour des sites touchés et signe que les autorités prennent ces attaques très au sérieux. Selon les informations d'Europe 1, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a envoyé hier un télégramme à l'ensemble des préfets de France pour demander de renforcer la sécurité autour des sites électriques. Merci Jean-Baptiste Marty. Bruno Retailleau au combat contre l'entrisme islamiste. Le ministre de l'Intérieur se rend aujourd'hui à Nanterre dans les Hauts-de-Seine pour une réunion avec la cellule de lutte contre l'islamisme et le repli communautaire. Selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD, 81% des Français estiment que cette question doit être une priorité du gouvernement. Il faut dire que la publication du rapport des services de renseignement la semaine dernière est inquiétante. Elle révèle l'ampleur de la toile tissée en France par les frères musulmans qui diffusent leur idéologie dans des associations, des écoles, institutions, lieux de culte. Et ils ne sont pas seuls, William Molinier. Les salafistes, eux aussi, gagnent du terrain. Effectivement, même si le nombre de mosquées salafistes reste sensiblement stable, leur affluence explose. Selon une note de renseignement qu'Europe 1 s'est procurée, un peu plus de 31 000 fidèles ont fréquenté l'année dernière des lieux de culte salafistes, soit une augmentation de 39% depuis 2020. Les épicentres en France de cette mouvance se trouvent au Mureau, Roubaix et Fréjus. Les salafistes sont moins revendicatifs et politiques que les frères musulmans. Ils se concentrent sur la pratique religieuse et les obligations rituelles et sur le retour au culte en vigueur à l'époque de Mahomet. Une centaine d'imams salafistes opèrent actuellement sur le territoire. Leur moyenne d'âge est de 43 ans. 63% sont français, 11% algériens et 6% franco-algériens. Sur les réseaux sociaux, on observe une forme de rapprochement entre le salafisme et le frérisme, sorte de synthèse doctrinale hybride qui mêle rigorisme religieux et activisme politique. William Molinier. Des barrages filtrants sur la nationale 118 avant Saclay dans l'Essonne ce matin. Les agriculteurs mettent leurs menaces à exécution. Ils ont promis une véritable révolte. Les jeunes agriculteurs et la FNSEA sont aussi en route vers Paris. Rendez-vous à 10h devant l'Assemblée nationale où doit être votée la proposition de loi Duplon. Objectif de ce texte, sortir les paysans de leur enfer administratif, lever les contraintes qui les empêchent de travailler sereinement, les restrictions sur l'irrigation, l'utilisation de certains produits phytosanitaires par exemple. Mais les syndicats agricoles estime que le texte a été vidé de sa substance. Alexis de la Fontaine, la gauche a tout fait pour saboter cette proposition de loi. Oui, déjà en commission, la gauche a supprimé de nombreux amendements pourtant capitaux, comme faciliter le stockage de l'eau pour éviter les sécheresses, permettre l'accès à de nouveaux pesticides ou agrandir la taille des élevages agricoles. Selon la FNSEA, les députés ont vidé le texte de son intérêt et la gauche va encore plus loin. Les écologistes et la France Insoumise ont déposé 2500 amendements pour faire de l'obstruction parlementaire. Un comportement irresponsable, dénonce la ministre de l'Agriculture Annie Genevard. Les partisans de la loi Duplon
vont donc déposer une motion de rejet préalable pour envoyer le texte directement en commission mixte paritaire et éviter les débats. Mais l'issue du vote est imprévisible. Le gouvernement aura besoin d'une forte mobilisation de la droite et du Rassemblement national. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. La proposition de loi sur l'aide à mourir sera-t-elle adoptée demain? Les débats sont clos à l'Assemblée nationale, mais le sujet continue de diviser la société. Ouais, samedi après-midi, plus de 150 personnes se sont rassemblées pour un ultime cri d'alarme. Ils se font appeler les éligibles. Selon le texte, ils seraient en droit de recourir à cette aide à mourir, un dispositif qui fait peser sur eux une pression sociale. C'est ce qu'a décrit Louis. Il a 25 ans, il est atteint de la myopathie de Duchenne, maladie dégénérative et incurable qui l'oblige à se déplacer en fauteuil sans pouvoir bouger les membres et à respirer à l'aide d'un appareil. Ces débats créent en moi une profonde angoisse. Quand on vous déclare en permanence que vous êtes un poids pour vos proches, une charge pour la société, une lourde dépense, alors le désir de mourir peut surgir. La proposition de loi sur l'aide à mourir franchit une ligne rouge. Elle ouvre la porte à la légalisation d'une mort administrée qui lève l'interdit de tuer, cet interdit fondateur de la civilisation. Elle fait passer un signal terrible. Votre vie est trop dure, vous avez le droit de partir. Un témoignage recueilli par Caroline Baudry pour Europe 1. Allez, restez avec nous sur Europe 1. En direct ce matin du cours Philippe Chatrier, le central de Roland-Garros, porte d'Auteuil, Europe 1, radio officielle du tournoi. Dans un instant, on va parler de Richard Gasquet. C'est son dernier Roland, son dernier tournoi tout court et peut-être son dernier match ce lundi. Bon réveil avec Europe 1. Europe 1 en direct de Roland-Garros jusqu'à 9h, la suite du journal avec Fanny Marceau et Dimitri Pavlenko. Et nous sommes à Roland-Garros ce matin, au premier jour du tournoi. Ça commence très fort sportivement, émotionnellement parlant, puisque Richard Gasquet va jouer aujourd'hui peut-être son dernier match professionnel. Oui, après cette édition, le champion français prendra sa retraite. Il entre en lice aujourd'hui face au jeune tricolore Terence Atman, 23 ans. À 39 ans, le Biterrois va tenter de briller une dernière fois sur un court de tennis et peut-être s'offrir un ultime match de prestige face à Yannick Sinner, le numéro 1 mondial. C'est le dernier tournoi de ma carrière, peut-être le dernier match, en tout cas j'espère pas. Je vais tout donner pour essayer de gagner ce match-là, mais oui, c'est sûr que dans une carrière d'un sportif, savoir que c'est son dernier tournoi, c'est sûr que ça fait quelque chose. Je suis heureux de le faire, j'ai la chance de pouvoir le faire à Roland-Garros, mais voilà, c'est juste spécial, mais après l'envie est là et surtout je suis très très heureux de la carrière que j'ai pu avoir, donc voilà, c'est du bonus pour moi de jouer ce tournoi et d'avoir la chance de dire adieu au public, à mes amis, à ma famille, c'est bien ça le plus important. Je sais que c'est un super joueur, ça va être difficile forcément, mais bon, j'ai mes chances aussi, donc chacun va faire le mieux possible et on verra bien qui va réussir à l'emporter. Richard Gasquet au micro européen de Jacques Vendroux, son match à suivre aux alentours de 14h20. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal, on va suivre ça évidemment sur Europe 1 et dans 20 minutes.